Je m'appelle Yoshimura, je représente l'Université Nara des sciences pour la formation des enseignants. Je vais vous parler de nos expériences à l'école primaire dans le cadre de l'enseignement à la compréhension internationale. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. La politique, je vais vous décrire brièvement ce qui est la politique officielle d'enseignement au Japon. Donc cette politique aussi officielle d'enseignement des langues dans l'éducation scolaire au Japon est essentiellement basée sur une vision d'intégration nationale. Par exemple, le nom de matière scolaire, langue nationale, donnée au japonais par exemple, ou encore les termes utilisés dans les documents officiels comme la stratégie pour former les japonais qui savent parler l'anglais, l'état des lieux de l'accueil des élèves qui ont besoin d'un accompagnement spécial en langue japonaise, etc. Donc ce sont les documents publiés par le ministère de l'Éducation dans les différentes occasions de déclaration publique. Donc pour les autorités publiques, la langue nationale et la langue d'enseignement ne sont rien d'autre que le japonais. Et la langue étrangère à apprendre signifie uniquement l'anglais. Donc pour ces mêmes autorités, le monolinguisme ne pose pas de problème. Et encore moins la nécessité pour les habitants non japonophones de conserver leur propre langue. La politique éducative de notre pays est fondamentalement assimilationniste, considérant comme naturel que les apprenants non japonophones aient obligation d'apprendre le japonais qui est la langue d'enseignement. À cause de cette politique, l'enseignement des langues dans notre pays a jusqu'à présent ignoré pratiquement toutes les langues étrangères minoritaires au profit de la langue anglaise, alors que il y a 20 000 enfants qui ont besoin d'un accompagnement spécial pour l'apprentissage du japonais. Regardez ces chiffres. Donc il y a une école sur 6, il y a des élèves qui ont besoin d'un accompagnement spécial pour le japonais, pour la langue d'enseignement. La taille des écoles est très variable, mais par exemple une école de 100 élèves, il y a un élève. Dans celle avec 300 élèves, il y en a 2, donc ils sont encore très peu nombreux, ces enfants. Donc ce sont des chiffres qui sont négligeables pour les autorités publiques, les responsables de l'éducation. Je pense que l'augmentation de ces enfants en nombre va poser des problèmes aussi aux autorités. J'ai commencé ma recherche sur les activités en langue étrangère pour les jeunes japonais en primaire. Quand un jeune enseignant entre pour la première fois dans sa classe et il trouve des élèves et il va connaître des expériences qu'il n'avait jamais prévues au stade de sa formation. Alors, je vais maintenant vous présenter les pratiques d'enseignement pratiquées, mises en place dans nos écoles pour essayer de répondre à la question le bilinguisme, le plurilinguisme, qui est la question qui nous réunit aujourd'hui.
L'enseignement pour la compréhension internationale, comme on dit au Japon, est défini comme enseignement pour développer chez les enfants les ressources et les capacités nécessaires pour vivre dans un monde ou dans une société moderne mondialisée. Sa mission est d'abord de former une personne qui a la volonté, sur la base du respect des droits de l'homme, d'approfondir sa connaissance de la diversité culturelle et de l'interdépendance, deux caractéristiques fondamentales du monde moderne. Une personne qui a la volonté de collaborer avec les autres et de participer aux activités de la société à différents niveaux pour la solution des problèmes de portée planétaire. Une personne qui garde une attitude tolérante à l'égard des cultures différentes de la sienne, ainsi que la conscience de son appartenance à la communauté locale, à un État ou à la planète Terre. Et deuxièmement, une personne dotée des techniques pour émettre des jugements justes et précis et communiquer dans notre société informatisée avec les autres humains de cultures différentes. Cet enseignement est souvent compris comme un concept qui englobe ou qui recoupe partiellement divers domaines d'éducation comme l'enseignement des droits de l'homme, l'enseignement multiculturel, l'enseignement mondialiste, l'enseignement interculturel, l'enseignement du développement et l'enseignement pour le développement durable. Il est caractérisé par 4 visions de différents niveaux, c'est-à-dire le niveau national, le niveau mondial, le niveau local et le niveau individuel. L'enseignement des langues au Japon regarde ces 4 visions pour être compris comme l'enseignement d'une vision essentiellement nationale ou nationaliste avec un regard sur le monde. En d'autres mots, dans cet enseignement, le japonais est considéré comme langue d'entrée d'intégration du Japon en tant qu'État-nation et l'anglais comme un outil pour participer aux forums internationaux. La vision locale nécessaire pour réaliser une symbiose des personnes ayant des profils historiques et culturels divers avec la vision individuelle qui permet la prise en compte des problèmes personnels des apprenants culturellement différents fait défaut à l'enseignement des langues au Japon. Donc on essaie d'introduire une vision locale dans cet enseignement et un accompagnement approprié aux enfants qui sont de cultures différentes que la culture japonaise. Donc je vais maintenant vous présenter les leçons que j'ai apprises à travers mes activités en langue étrangère dans des écoles primaires. Donc il faut avoir cette vision locale. Et la deuxième, c'est il faut avoir aussi la vision individuelle. Pourquoi? Parce que ce sont des visions qui sont très importantes pour les activités en langue étrangère, car les principaux objectifs de celles-ci sont la symbiose multilingue et multiculturelle et la garantie de droit de chaque individu à choisir sa langue de communication. Je vais vous présenter les activités en anglais pour présenter d'autres langues, d'autres cultures, qui présentent des aspects pour l'apprentissage des différents aspects de l'apprentissage des langues. Ensuite, le rapport entre le pouvoir et la langue et le droit des locuteurs minoritaires à leur propre langue. Ensuite, l'élimination du mythe de l'Occident. Donc, on n'adopte pas le locuteur natif comme modèle. Et on essaye de former ou enseigner l'anglais pour rendre nos élèves capables de parler ou agir, communiquer en anglais. Donc nous prenons comme modèle un locuteur non anglophone.
Donc on essaye aussi non seulement de présenter les différentes cultures, y compris celles qui ne font pas partie de sphère culturelle anglophone. Donc ce qu'on a observé, c'est l'attitude des élèves. Donc selon nos expériences, nous avons appris qu'il y a très peu d'effets sur les attitudes des étudiants à l'égard de l'anglais. Je vais passer la vidéo parce qu'on n'a pas le temps. Alors, en ce qui concerne les langues minoritaires au Japon, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, l'anglais, il y a très peu d'anglophones. En réalité, au Japon, il y a plus de personnes qui parlent le portugais ou les langues asiatiques comme le coréen, le chinois, etc. au Japon. Donc, il faut mettre en pratique des activités en langue étrangère en ces langues minoritaires. Asiatiques, portugais et autres. Nous avons pris référence au concept de la conscience linguistique de Hawkins et nous avons essayé d'introduire un matériel EOL qui a été développé en Suisse comme matériel pédagogique. Nous avons essayé de mettre en œuvre des activités en langue étrangère qui intègrent la conscience de symbiose multilingue et multiculturelle avec les capacités métalinguistiques. En ce qui concerne les premières, les secondes, nous avons pu obtenir des résultats positifs au bout de ces activités en langue étrangère. Nous avons également mis en œuvre des activités en langue étrangère traitant en même temps plusieurs langues. Ne pas traiter seulement l'anglais, ne pas utiliser seulement l'anglais, mais d'autres langues en même temps. Par exemple, l'apprentissage des nombres, des chansons, des façons de se présenter brièvement, d'apprendre ces choses aux enfants, non seulement en anglais, mais en d'autres langues, comme le français, le roumain, etc. Je vais vous montrer un exemple de ces activités en plusieurs langues en même temps. Donc c'est sur le Cameroun. Alors qu'est-ce qu'on parle au Cameroun? Est-ce que c'est le japonais? Et en Roumanie, qu'est-ce qu'on parle comme langue? En Australie. Voilà. Donc après, les enfants sont invités à chanter une chanson en 4 langues différentes. Donc on a obtenu un résultat très très positif de ces activités et je voudrais vous présenter plus en détail les activités multilingues introduisant les langues des élèves minoritaires qui sont dans une classe. Par exemple, un enfant dont le père est thaï et la mère japonaise. Donc la langue thaïlandaise était la langue maternelle de l'élève. Et je vais vous montrer, j'ai préparé une vidéo.
Donc les enfants disent ces chiffres en thaï. Les enfants chantent la chanson Frère Jacques en thaï. Voilà le nom des fruits en thaï. Donc les noms sont différents de l'anglais en thaï. Et en anglais, comment est-ce qu'on dit? Et en thaï? On apprend aussi les expressions. J'aime, par exemple, j'aime la pomme, j'aime la fraise, j'aime le melon, etc. Alors, comment est-ce qu'on dit? Alors en thaï, il y a une différence pour dire je, c'est quand on est un garçon ou une fille. Alors si c'était un garçon, qu'est-ce qu'il dirait? J'aime la fraise. Voilà, comme on n'a pas le temps, je saute. Vous avez manqué à des scènes très intéressantes parce que cet élève en question devient un formateur. L'institutrice elle-même, elle ne sait pas la réponse. C'est toujours cet élève moitié thaï qui donne de bonnes réponses parce qu'il connaît bien le pays de son père. Et en classe, bon, il a 6 ans, donc dans les autres matières, dans les classes pour les autres matières, il reste silencieux parce qu'il ne maîtrise pas assez le japonais, donc il n'a pas l'opportunité de parler en classe. Mais dans cette classe-là, c'est lui qui parle. Donc c'est de cette manière-là, nous avons réussi à rendre visible une langue qui était présente potentiellement dans une classe. Enfin, donc il y a les activités en langue étrangère à ce mérite-là aussi. Donc on dirait 4 conclusions provisoires. Les activités, premièrement, les activités, même en anglais, même si elles comprennent des petites séances en d'autres langues, n'entraînent pas un changement dans la conscience des apprenants à l'égard de ces langues. Deuxièmement, dans des classes où il n'y a pas d'élèves linguistiquement minoritaires, l'utilisation de n'importe quelle langue étrangère, qu'elle soit minoritaire au Japon ou non, est susceptible de provoquer un changement de conscience. Nous pouvons peut-être avoir recours à des assistants linguistiques de portugais, d'espagnol. La troisième, les activités multilingues avec les langues d'origine des élèves minoritaires dans une classe ont des effets très positifs pour les enfants majoritaires et
minoritaires à la fois. Et quatrièmement, sur une courte période de temps, l'amélioration des capacités métalinguistiques est plus rapide que l'altération de la conscience, le changement de la conscience des enfants. Donc c'est plus difficile de changer la conscience des enfants. Alors, s'agissant de l'enseignement pour répondre si nous devons aller vers le bilinguisme ou vers le plurilinguisme, s'agissant de l'enseignement pour la compréhension internationale, la question qui se pose d'abord est à qui s'adresse le bilinguisme. Dans l'environnement linguistique au Japon, c'est avant tout auprès des élèves minoritaires et non auprès de ceux qui sont majoritaires qu'on exige d'être bilingue. Ça, c'est la première leçon. Dans un système éducatif qui vise essentiellement à l'intégration nationale, le droit de ces enfants à conserver et à utiliser leur première langue, tout comme leur droit à apprendre le japonais, qui est la langue majoritaire, ne peut être reconnu. Pourtant, certains affirment que ces droits doivent être reconnus à l'aune de la Constitution et du droit international. Dans l'état actuel des choses, les enfants linguistiquement minoritaires ne peuvent s'attendre à ce qu'ils puissent recevoir l'éducation au Japon dans la langue qu'ils parlent à la maison. Et très souvent, ils n'ont même pas d'accès aux cours de japonais pour apprendre cette langue majoritaire. La façon idéale de corriger cette situation injuste du point de vue de l'enseignement pour la compréhension internationale serait de garantir aux enfants minoritaires les chances de devenir bilingues, tout en assurant l'accès des enfants majoritaires à l'apprentissage des langues minoritaires. Ainsi seraient formés différents types de personnes bilingues. Dans un pays pauvre en ressources comme le Japon, ce multilinguisme serait un capital social. Toutefois, avec une politique éducative visant à unifier le peuple par l'usage dominant de la langue nationale, le plurilinguisme ne me paraît plus réaliste et plus approprié que le bilinguisme. J'ajouterai qu'un enseignement visant à éveiller la conscience des enfants de bas âge à l'existence de diverses langues ainsi que leur intérêt pour la langue elle-même serait plus efficace pour rendre ces enfants plus disponibles pour l'apprentissage des langues. Merci, professeur.